Voici un exercice qu'on demande d'écrire sous forme algébrique cette fois-ci, les complexes. Alors après avoir fait une vidéo qui concernait l'écriture du passage de algébrique vers trigonométrique, maintenant on vous donne la forme trigonométrique et vous trouvez la forme algébrique. Donc c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire, ce qui a été fait précédemment dans la vidéo précédente, concernant plusieurs exercices, voilà, où il fallait transformer de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Donc l'exercice précédent, c'était transformation de la algébrique, forme algébrique vers la forme trigonométrique. Mais ici, c'est tout le contraire, c'est de la forme trigonométrique vers la forme algébrique. Bien sûr, je suis dans les nombres complexes, hein, c'est un ensemble des nombres complexes. Bon, maintenant, si vous voulez, je peux écrire ceci, ou je peux écrire tout simplement en une seule écriture, je peux mettre une flèche opposée pour dire qu'on fait l'écriture opposée. L'écriture inverse. Alors, donc on a l'écriture sous forme, il faut écrire sous forme algébrique, les complexes, donc qui sont donnés ici. 2, 6, 2 pi sur 3, 3, 6 moins pi sur 4, 6 moins pi sur 2, et 6, 5 pi sur 3. Donc on a 3 complexes. Alors, la première des choses à savoir, c'est que, voilà, on a un complexe qui va se représenter dans un système d'axes dans le plan, où on a la partie réelle qui est l'axe des x et la partie imaginaire qui est l'axe des y. À partir de là, vous fixez un point repéré par une coordonnée dans le plan, et on peut associer à ce point un vecteur. Voilà, on parlera du vecteur OZ1, où Z1 est le point qui représente le complexe dans le plan complexe. Alors, la base pour les réels, c'est 1. À partir de 1, on peut engendrer n'importe quel nombre sur l'axe des réels. Donc, je suppose que 3, c'est 3 fois 1, 4, c'est 4 fois 1, etc. J, bon, puis on a l'axe des imaginaires avec J ou I. Vous choisissez votre lettre, I ou J, qui représente l'axe des imaginaires. Alors, on aura 1J, 2J, 3J, 4J, voire moins 1J, moins 3J. Alors, on a un nombre réel. On a deux nombres réels ici. Et donc, un point représente une coordonnée rectangulaire, ce qui veut dire qu'on aura un x et un y. Et le vecteur OA, là, sa norme, enfin, on parle plutôt de norme, c'est égal au module de Z1. Voilà, on a Z1 est égal à quoi? X, c'est la coordonnée c'est un réel, X est un réel, plus Y qui est un réel, mais quand j'associe le J, on a un complexe là. Parce que X plus YJ fait un complexe. Y étant un réel, X étant un réel. Donc c'est un couple de réels si vous voulez. On a un couple de réels, mais J fait que YJ est un imaginaire et X plus YJ est un complexe. YJ est un imaginaire pur. Et donc, vous voyez que Z1, là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a des coordonnées rectangulaires, tout simplement. Simplement, les axes ne sont pas XY, mais tout simplement une partie réelle et une partie imaginaire. Donc, on peut mettre un point dans le plan complexe, on peut lui associer un vecteur à partir de l'origine, on peut faire ce qu'on veut dans le plan complexe. Alors ça, c'est l'écriture, ce que vous voyez là, c'est l'écriture algébrique. C'est l'écriture algébrique du nombre complexe. Donc, c'est sous forme d'une coordonnée, x et y sont donnés sous forme d'une coordonnée rectangulaire xy. XY. Donc on a x, y. Voilà, c'est une coordonnée rectangulaire xy. Bon, pour les puristes, certains vous diront que c'est x, une coordonnée xy, j. Voilà, si vous voulez être plus... là, on associe deux réels, mais là, j'associe un réel et un imaginaire pur. Bon, pourquoi pas, les deux sont valables. Parce que ici, quand j'associe le y, je sais bien qu'il y a un y. À l'y, c'est le réel, mais je vais lui associer par après un j. Donc ça revient à yj. Bon, ça c'est la partie réelle.
Alors, ça revient à la théorie, comme on a des coordonnées rectangulaires, ça revient à travailler sur un rectangle, hein. Vous avez le point A qui est un complexe. Je rappelle qu'on a, voilà, on va le point A qui est le module. Le module, il est sur un cercle. Le module, le module donne l'équidistance par rapport à un centre. Euh, voilà, le module, c'est le rayon d'un cercle, hein. Et donc, c'est le rayon d'un cercle. Et donc, ayant le module, je peux trouver le point qui il se situera sur un lieu qui est un cercle, mais on ne sait pas où. Alors, on ne sait pas où parce qu'il faut une deuxième information. L'information de module ne suffit pas, il faut une information d'angle. Et là, à ce moment-là, vous avez une coordonnée polaire et qui permet d'associer à un point un complexe. Et donc, je peux remettre un vecteur qui est le vecteur OA. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, dans ce cas-ci, j'ai mal dessiné le centre, hein, je n'ai pas mis au centre ici. Bon, c'est mal dessiné, c'est vrai que, bon, normalement, si je veux bien dessiner, je vais mettre un bon cercle. Voilà. Alors, vous aurez compris qu'au centre, c'est l'origine de coordonnées. Voilà. Et on a là, on a l'axe euh, des réels, qui est x, et là, l'axe des imaginaires, qui est yj. Alors, un point, je vous ai dit qu'un module ne suffit pas, hein, pour définir un point avec un complexe n'est pas défini si vous donnez uniquement son module. Parce que si vous donnez uniquement son modèle, vous allez vous retrouver sur un cercle. Voilà, ça ne suffit pas. Donc il faut deux informations. Les deux informations sont données par le couple module et phi. Et donc ça revient à avoir une coordonnée polaire par rapport à l'axe des réels qui constitue l'axe des origines. Et donc vous voyez que là, on a un rectangle, mais on a aussi un cercle. Donc on va travailler, voilà, on peut travailler en coordonnées rectangulaires, ou alors on peut travailler en coordonnées polaires. On peut travailler en coordonnées rectangulaires ou on peut travailler en coordonnées polaires. Alors, en coordonnées rectangulaires, ben, vous allez avoir la forme algébrique. On peut écrire sur la forme algébrique. Et là, on sait bien qu'on est dans une forme rectangulaire. Et la forme algébrique, c'est d'un complexe, c'est z est égal à a plus bj. Et donc là, a plus bj, eh bien, on peut trouver, si on est en rectangulaire, on peut retrouver le module qui est la norme, qui est la norme du vecteur. Donc supposons qu'on a les réels ici, les recettes de complexe, et là les imaginaires, imaginaires de z, mais un point dans le plan complexe que je vais appeler z, eh bien, par rapport à l'origine O, comme on a des coordonnées rectangulaires, ben, on a de Pythagore, parce que Pythagore c'est connu que depuis très longtemps avant Jésus-Christ, hein. Très longtemps avant Jésus-Christ, on connaît Pythagore déjà, hein. Voilà, je me demande si c'est pas le 4e siècle avant Jésus-Christ, je m'en rappelle plus. Je ne sais plus quand c'était Pythagore, mais c'est bien avant Jésus-Christ. Et donc, ici, on peut retrouver voilà, la norme du nombre complexe z qui est égale à racine carrée, dans ce cas-ci, de a carré plus b carré. Et là, vous avez ce qu'on appelle le module du nombre complexe, ou si vous voulez, le vecteur OZ. Là, vous aurez la norme du vecteur OZ. Voilà, on sait retrouver la norme. Et alors, l'angle, on sait le trouver facilement aussi. Voilà. Et alors, si vous êtes dans un repère circulaire, c'est-à-dire un repère polaire, dans ce cas-ci, bon, pour repérer un point, ben, il vous faudra un module ou un rayon vecteur. Ici, c'est un rayon vecteur, par exemple, OZ. Voilà, OZ. Et vous aurez besoin d'un angle. Et là, vous pourrez situer un point exactement qui est Z. Voilà, donc il faut deux informations. Mais là, à ce moment, l'écriture sur un repère polaire, donc il vous faut l'angle et le rayon vecteur. Le rayon vecteur, c'est la norme de OZ, qui est là, le module. Hein. Eh bien, ici, une coordonnée cartésienne suffit. Hein. A et B suffit. Vous avez besoin de deux réels. Hein. Là, on va rechercher le A. Voilà. Ici, on va rechercher le B. Donc, pour avoir la forme trigonométrique, A et B suffisent. Maintenant, si vous repassez en polaire, il faut connaître la norme et l'angle, l'argument, ce qu'on appelle l'argument. Voilà. Pour passer en. Alors, on s'est passé de l'un à l'autre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut pas. Ayant le module et l'angle, ben, je peux essayer de trouver A et B.
Et connaissant A et B, je sais trouver le module et l'angle. Voilà. Et c'est ça le but du passage rectangulaire polaire, c'est ça, ou polaire rectangulaire. Alors, si je prends, là, c'est ce qu'on appelle l'écriture trigonométrique. Alors, ça équivaut à ρ est égal à ρ cosinus phi plus j sinus phi. Donc, vous voyez que ρ, ici, c'est le module. Le module, il est là. On n'a qu'un seul module. Et on n'a un seul angle. Voilà, ρ et ça, c'est le module et ça, c'est l'angle. Donc, ce qui veut dire que dans l'exercice, ici, le module, ici, il fait 2. Donc, on sait bien qu'on est dans un cercle de rayon 2. Là, on sait bien qu'on est dans un cercle de rayon 3. Là, on sait bien qu'on est dans un cercle de rayon 1. Et là, on est dans un cercle de rayon 1. Mais où exactement? Et là, c'est la position, l'angle qui va nous dire exactement où. Et là, ayant un module et un angle, on peut trouver exactement le point complexe où il se trouve. Alors, maintenant, pour avoir l'écriture algébrique, je vous ai montré ici, c'est ρ cosinus phi plus j sinus phi. Alors, mais ici, tout est donné, hein, parce qu'il vous donne il suffit juste de l'écrire comme ceci. Tout est donné, hein. Il vous donne, voilà, il faut l'écrire en algébrique. Alors, pour avoir en algébrique, vous multipliez ρ cosinus phi plus ρ j sinus phi. Et là, vous aurez la partie réelle, voilà, qui est A, et là, la partie imaginaire, ou la partie réelle de l'imaginaire, qui est BJ, de l'imaginaire pur. Donc, vous aurez A et B. Donc, on s'est passé, voilà, là, j'ai passé d'un trigonométrique à la forme, là, c'est passage de la forme trigonométrique à la forme algébrique. C'est-à-dire, à partir des coordonnées polaires, j'obtiens les coordonnées coordonnées, on va pas dire cartésiennes, hein, on va dire les coordonnées rectangulaires, parce que c'est sous forme d'un rectangle. Bon, maintenant, vous devez, comme on fait de la trigonométrie, l'angle, vous devez connaître un petit peu de trigonométrie, notamment les sinus de 0, 30, 45, 60, 90, dans le premier cadran, et les autres, bien sûr, il faut adapter le signe en conséquence par rapport au premier cadran. Et idem pour le cosinus, et je vous rappelle que, bon, il suffit de faire 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, vous comptez le sinus, hein, vous comptez à partir de 0 degré jusqu'à 90, vous comptez 0, 1, 2, 3, 4, vous prenez les racines carrées, vous divisez tout par 2, et vous avez 0, 1 demi, racine 2 sur 2, racine 3 sur 2 et 1. Maintenant, pour le cosinus, c'est tout le contraire, hein, comme les deux angles sont complémentaires, vous parcourez dans le sens inverse l'écriture du tableau là. Et pour faire la tangente, vous faites la division. 0 divisé par 1, ça fait 1. 1 demi divisé par racine 3 sur 2, c'est racine 3 sur 3. Racine 2 sur 2, c'est racine 2 sur 2, c'est une quantité divisée par elle-même, ça fait 1. Racine 3 sur 2 divisé par 1 demi, ça fait racine 3. Et 1 divisé par 2, on ne sait pas faire, donc on ne sait pas avoir la tangente de 90 degrés. Bon, voilà. Et à partir de là, vous regardez dans quel cadran vous êtes pour avoir le signe. Bon, mais ça, le problème de signe, vous n'en aurez pas ici. Ça, c'est quand on passe. Le problème de signe, c'est quand vous devez rechercher de la forme rectangulaire à la forme trigonométrique. Là, bon, vous devez rechercher, bien sûr, que vaut la norme. La norme, c'est, bon, on a du Pythagore, puisqu'on a ici un triangle ABC, et on cherche la norme AC, qui est le vecteur AC. Voilà, on cherche la norme qui est, voilà, le vecteur AC. Le vecteur AC, voilà, si vous voulez, BC par rapport à alpha, BC c'est le côté opposé, AB c'est le côté adjacent. Donc la tangente, c'est côté opposé sur le côté adjacent. Et donc vous avez BC sur AB. Voilà. Et donc, si vous voulez l'angle alpha, c'est arc tangente de BC sur AB. Bon, ça c'est assez simple. Alors, à la différence, par rapport au rectangulaire, le rectangulaire ici, quand vous êtes en rectangle, ici l'angle il va de 0 à 360, hein, pas plus. Alors qu'en circulaire, l'angle il varie voilà, de manière infinie. Enfin, ils peuvent aller, c'est quelque chose d'immense. Hein, bon, voilà. Bêta est égal à alpha plus k à 360 degrés. Vous avez, voilà, tout angle est multiple de 360. Vous avez ce qu'on appelle une congruence modulo 360 ici. Donc voilà, on peut retomber sur un des 4 quartiers de cercle. Voilà, premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran, quatrième cadran, en fonction, on veut dire, de la multiplicité, voilà, de la congruence modulo 360 de l'angle. Par exemple, vous prenez 1000 degrés, 1000 degrés, où c'est 1000 degrés, 1000 degrés, vous faites 1000 degrés, 1000 divisé par 360, voilà, c'est le modulo 360, il reste 2. Voilà, je prends la partie entière, il reste 2. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 2 fois 360 degrés dans 1000, ce qui fait 720. Vous faites 1000
moins 720, et voilà, vous avez 280. Il faut aller rechercher l'angle de 280 qui est dans le cadran numéro 4. Voilà, 280, c'est ici quelque part. Donc 1000 degrés, c'est 280 degrés. Et donc j'aurais pu dire 1 milliard de degrés, ça fait combien? Parce qu'on peut mettre 1 milliard. Contrairement dans le triangle, ici, ça va de 0 à 360. Et je peux même dire, où est l'angle de moins 1 million? Il n'y a, y a pas de problème. Hein. Voilà, il faut que je cherche la congruence modulo 360. Et voilà, je vais chercher le reste. Et à partir de là, je peux regarder où je fais x360 la partie décimale x360 et je peux trouver où il se trouve, s'il se trouve dans le premier, deuxième, troisième, quatrième cadran. Et donc, grâce au modulo 360, congruence modulo 360, je peux trouver où se trouve, soit dans le premier, deuxième, troisième cadran, quel que soit l'angle, qu'il soit positif, négatif, ou quelle que soit sa grandeur d'angle. Par contre, pour les triangles, on n'a pas de grandeur d'angle, c'est de 0 à 360, point, il n'y a pas plus. Voilà. On ne peut pas dire 420 degrés. C'est ça dans un cercle trigonométrique, on parle de 420 ou 1000 degrés ou 2000 degrés, c'est dans les cercles, pas dans les triangles. Voilà. Ceci étant dit, bon, là, ça veut dire que si vous devez faire la trigonométrie du passage du rectangulaire vers le polaire, il y a un petit problème, mais il faut savoir situer l'angle. Le problème, il est là. Et donc, vous devez connaître les signes là, et notamment les valeurs trigonométriques du premier cadran, et les adapter dans les autres cadrans à partir du signe. Bon, et là, le passage triangulaire de coordonnées rectangulaires à coordonnées polaires, des complexes, c'est un peu plus difficile. On va dire c'est un peu plus difficile. Maintenant, pour l'inverse, l'écriture du polaire, euh, du polaire vers la forme cartésienne, c'est-à-dire de la forme trigonométrique à la forme algébrique, bon, c'est très simple. Hein. C'est très simple. Il n'y a pas à voir dans quel cadran on est. Voilà, c'est pas la même chose. Hein. Le traitement est beaucoup plus rapide que. Il n'y a pas une recherche de d'où se trouve. Voilà, si on a des angles supplémentaires, anti-supplémentaires. Il faut faire de la trigonométrie quand on passe, celui de rectangulaire à trigonométrique. Il faut faire de la trigonométrie et savoir où est l'angle. Voilà, bon, parce que parfois il faut utiliser le supplémentaire ou l'angle opposé ou tralali tralala. Voilà, mais ici c'est pas le cas. Ici il suffit de. Ça va être très simple ici parce que il suffit. Bon, on a l'écriture sous forme trigonométrique. Voilà, ça c'est la forme trigonométrique. Ce qui veut dire que pour trouver la forme algébrique, c'est tout simple. On va faire. Alors ici, je vais écrire 2 fois le cosinus de phi. Or, le phi, je le connais. Plus j, 2 fois j sinus phi. Le phi, il vaut 2 pi sur 3. Voilà, 2 fois j sinus phi. Ensuite, l'autre, j'aurai 3 cosinus phi plus 2j, enfin 3j sinus phi. Ensuite, on aura 1 cosinus phi plus 1j sinus phi. Et le dernier, 1 cosinus phi plus 1j sinus phi. Et l'exercice, il est terminé. Maintenant, il suffit de mettre tout bonnement l'angle et de le calculer. Hein. Alors, on ne demande pas de calculer à la machine parce que bon, ce sont des angles assez simples. Quand ce sont des angles plus compliqués, bon, je comprends qu'il faut utiliser la machine, mais ici, je veux dire,
Voilà, et donc ça c'est bien 2π sur 3. Je rappelle que 2π sur ça, c'est 280 divisé par 3, ce qui fait 120 degrés. Ce qui fait 120 degrés. Donc le cosinus de 120, si je peux faire un peu de trigonométrie aussi, hein, bon, c'est pas un problème. Alors, que vaut le cosinus de 2π sur 3? Alors, 2π sur 3, je vous rappelle que c'est 180 divisé par 3 fois 2, ça fait 120. C'est-à-dire que vous êtes ici. « 120 ici. Et donc, on a le complexe qui est comme ça. Bon, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond... Bon, le cosinus, il est plus, plus, moins, moins. Voilà les signes du cosinus. Donc, on aura... Comme il est dans le deuxième cadran, c'est un moins. Il sera opposé. Il sera opposé à la valeur de la même valeur du premier cadran, qui lui correspond au premier cadran. Or, la valeur qui lui correspond au premier cadran, c'est celui-ci. Donc, je vous rappelle qu'ici, vous avez 30 degrés. C'est 30 plus 90. Hein. Donc, ça veut dire que vous avez 30 degrés ici. Ça veut dire que vous avez 60. Donc, ça correspond au cosinus de 60. Donc, au cosinus de 60, c'est le premier cadran. Mais comme il se trouve dans le second cadran, c'est le même, mais avec il sera opposé. Voilà. Et je rappelle que le cosinus de 60, le cosinus de 60, je vous rappelle que c'est un demi. Hein. Voilà, cosinus de 60, c'est un demi. Donc, si vous avez... alors, le module, je vous ai dit, c'est un module de 2. Hein. Le complexe, il a un module de 2. Donc, je prends un cercle de rayon 2. Ouais, il doit faire un cercle de rayon 2. Voilà. C'est un cercle de 2 au carré, ça fait 4. Donc, c'est bien un cercle de rayon 2. Donc, le module, il est bon. Et vous voyez que ça va donner moins 1. Si je le projette, ça donnera moins 1,0. Voilà, si je le projette sur l'axe des x. Et si on le projette sur l'axe des y, ben on aura 1,73. Donc c'est bon. Bon, je vais faire le second. Je veux bien en créer un autre, d'exercice. Voilà, je vais en créer un autre. Alors, toujours avec celui-ci. Je prends un peu le même, mais pi sur 3. Voilà. Alors, ça veut dire c'est cosinus pi sur 3 plus j sinus pi sur 3. Donc, on aura, le module, il fait toujours 2. Voilà, on aura toujours un module de 2. Donc, on aura toujours un cercle de rayon 2. Il va être situé sur le cercle. Je ne sais pas ce qu'il est le cercle. Voilà. Le cercle de rayon 2, il est là. Voilà, c'est un module de 2, ça. Et alors, bon, au niveau des x, c'est 2 fois cosinus pi sur 3. Alors, cosinus pi sur 3,
Pi sur 3, c'est 180 divisé par 3. 180 divisé par 3, c'est qui fait bien 60. Donc là, c'est cosinus de pi sur 3. Et donc ça fait 1. On va se retrouver avec 1. Parce que cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. 1 demi. Mais 1 demi fois 2, ça fait 1. Voilà. Et donc, et bien sûr, l'autre, ce sera 2 fois sinus pi sur 3. Voilà, fois i. Donc, d plus z2. Voilà, le complexe, cette fois-ci, il est là. Donc, c'est le vecteur. Si je prends le en vecteur, c'est le vecteur O, virgule, O, virgule, Z, c'est Z3. Voilà, et donc, par rapport à l'autre vecteur, oui, l'autre vecteur était situé en... ici. Donc c'est la même chose, sauf que au niveau des Y, ça va être la même chose. C'est juste qu'ils sont opposés au niveau des X. Au niveau des réels, ils sont opposés, mais au niveau des... ils ont même valeur au niveau des Y. Donc ils ont même valeur imaginaire pure, mais des valeurs opposées en tant que réel, en tant que nombre réel. Alors je rappelle que le sinus de pi sur 3, c'est racine 3 sur 2. Hein. Alors si je fais fois 2, ben, ça fait racine 3. Et racine 3, c'est 1,70. 1,73. Maintenant, je vais faire le suivant. 3 sinus moins pi sur 4. Bon, ça veut dire qu'on est là, on est sur un cercle de rayon 3. Cosinus. Alors, le cosinus pi sur 4, c'est 180 divisé par 2, ça fait 90, divisé par 2, ça fait 45. Bon, là, on sait bien que c'est racine 2 sur 2. Mais le moins, ça dénote qu'on est à gauche de l'axe Y. On est à gauche, parce que à droite de l'axe Y, on aura des plus. Et à gauche de l'axe Y, on aura des moins. Donc on est en moins. Voilà. Alors, je m'excuse, parce que je m'excuse, j'ai rien dit. Parce que ici, le cosinus moins pi sur 4, c'est un angle opposé à pi sur 4. Donc, deux angles opposés ont même cosinus. Deux angles opposés ont même cosinus. Donc, cosinus de pi sur 4, c'est le cosinus de moins pi sur 4. Or, le cosinus de pi sur 4, c'est racine 2 sur 2. Et donc, cosinus de moins pi sur 4, c'est racine 2 sur 2. Donc, je vais mettre moins pi sur 4. On va retrouver, bien sûr, fois 3. Hein, parce qu'il y a le 3 devant. Voilà, il y a un 3, il ne faut pas oublier. Moins pi sur 4. Voilà, ça c'est la partie réelle. Alors je vais faire passer un cercle de rayon. Voilà, un cercle de rayon. Et bien sûr le sinus de moins pi sur 4, ça fait sinus de pi sur 4, c'est racine 2 sur 2. Et de moins pi sur 4, ben, il est opposé. Deux sinus qui ont des angles opposés sont opposés. Ont des sinus opposés. Deux sinus de deux angles opposés ont des valeurs opposées. Donc le sinus de pi sur 4 est l'opposé du sinus de moins pi sur 4. Donc il y aura ici un moins à en tenir compte. Donc je rappelle que le module fait 3 fois sinus moins pi divisé par 4, bien sûr, c'est un complexe ici. Donc je vais mettre i. Voilà. Et bien sûr, je dois aller chercher la partie réelle qui est
2,12, c'est E. Donc ici, c'est E plus Z4. E plus Z indice 4. Ah, il est là. Donc, je vais créer le vecteur O, vecteur O virgule Z 5. Et voilà. Donc, vous voyez que la partie réelle, c'est bien 2,12. Hein. Et moins 2,12 pour la partie imaginaire. Je vais chercher le suivant. Donc, vous voyez que c'est des exercices un peu plus faciles que la transformation inverse, qui est de rectangulaire vers polaire. Ça, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut aller voir, bon, faut vérifier les angles, etc., si on est dans le bon par rapport aux signes. Bon, ici, c'est beaucoup plus facile. Bon, si vous connaissez vos valeurs trigonométriques, vous savez dans quel cadran il faut se situer, il n'y a pas de problème. Bon, donc ici, c'est juste... En plus, quand on a un module égal à 1, c'est encore beaucoup plus simple. Donc là, on est dans un cercle de rayon 1. C'est vraiment le cercle trigonométrique ici, parce que le cercle trigonométrique est de rayon 1. Et on a cosinus... alors, cosinus pi demi et cosinus moins pi demi, c'est la même chose. Alors, si je vais chercher le cosinus de 90, ça fait 0. Donc là, on aura un réel pur. Non, on n'aura pas de réel pur. Justement, on aura un imaginaire pur. On aura un imaginaire pur. Regardez bien. Cosinus de moins pi sur 2. Voilà, ça c'est la partie réelle. Voilà, ça fait 0. Donc on aura un imaginaire pur. Alors, si on fait sinus de moins pi demi, c'est moins sinus pi demi. Sinus pi demi, ça fait 1, donc on aura moins 1. Donc en fait, ça c'est un complexe qui vaut moins j. Il vaut moins j. Voilà, et donc si je fais g plus z6, 0 plus z6, ça fera z6. Hein, donc on aura moins i, ou moins j si vous voulez. Voilà, je vais créer le vecteur O virgule z6. Voilà, c'est ce vecteur-là. Et là, son modèle est dans un cercle trigonométrique. Hein. C'est un cercle de rayon 1, ça. C'est un cercle de rayon 1. Et le dernier, à mon avis, il y a un dernier exercice. Voilà. C'est toujours un cercle de rayon 1, on est toujours dans le cercle trigonométrique. Mais cette fois-ci, on est à 5 pi sur 3. Alors, 180 divisé par 3, ça fait 60. On a 300 degrés ici. 300. Alors, 300, c'est dans le quatrième. Hein. Parce que 270, c'est la frontière entre le troisième et le quatrième. Donc, 300, c'est dans le quatrième. 400, c'est ici. 300, c'est ici. Donc là, on a 270, on a 30 degrés ici. Voilà, ce qui veut dire que ça correspond en fait à moins 60. Ça correspond à moins 60. Voilà, donc je peux travailler avec moins 60. Donc, je peux écrire que c'est... le module, il fait 1. Cosinus 2 fois pi sur 3. Alors, je vous ai dit que ça correspondait à moins 60. Donc on aura moins 60, ou pour le cosinus de moins 60 ou cosinus 60, c'est le même. Donc ce sera 1 demi. Voilà, on aura 1 demi. 1 demi pour les nombres réels. Moins 1 demi. Oui, parce que 300,
Non, c'est pas ça, c'est pas possible ça. En cosinus, 180 divisé par 3, ça fait bien 60. Fois 5, c'est moi qui me suis trompé. Parce que l'énoncé, c'est pas ça, c'est 5 pi sur 3. Voilà, donc c'est bien un demi. C'est bien un demi. Cosinus de, voilà, de pi sur 3, c'est un demi. Donc cosinus de moins pi sur 3, c'est aussi un demi. Donc on sera situé à un demi. Maintenant, là pour le sinus, ça va être un négatif parce que sinus de 60 et sinus de moins 60, ils ont des sinus opposés. Donc ça va être donné une valeur négative. Ouais, et comme le sinus de 60, c'est racine 3 sur 2, ben on aura moins racine 3 sur 2. Donc cosinus de, enfin le sinus de 5 pi sur 3, bien sûr, i, c'est 0,87. Donc si je fais i plus z 7, voilà, c'est ce complexe-là. Donc je vais retirer les autres, je vais les apercevoir. Ce complexe Z8, le voilà. Donc il fait bien 1 demi et moins racine 3 sur 2, j. Donc le premier exercice, ben, le premier complexe c'était Z1, A plus BJ, voilà, le vecteur aux Z1, on avait voilà, ce complexe, et le vecteur associé. Ensuite on avait un second complexe qui est Z3, voilà, Z3, avec son vecteur associé. Ensuite il y a Z5 avec son vecteur associé. Et voilà, et donc ça dénote les 4 exercices. On a à chaque fois des cercles. Hein. On a un cercle qui va passer par Z1, donc par Z2, un cercle qui va passer par celui-là, un cercle qui va passer, bien sûr le dernier, lui il est déjà fait, j'ai pas besoin de le ramener, mais c'est pas grave. Voilà, donc on a 3 complexes avec 3 cercles trigonométriques. Voilà. Là, ça c'est un repère polaire. Hein. Vous voyez que c'est un repère polaire. Hein. Celui-ci c'est un repère polaire. Alors, si vous ne voulez pas mettre de repère du tout, vous verrez ça. Enfin, si on ne veut pas avoir de graduation, voilà. Ça c'est un repère polaire. Donc normalement il est adapté pour voilà, pour les repères les repères complexes dans lesquels la forme trigonométrique prédomine. Alors, il faudrait travailler avec ça. Si on ne travaille pas en rectangulaire. Alors si vous travaillez en rectangulaire, ben, vous devez utiliser celui-là, voilà, avec son quadrillage. C'est juste un quadrillage. Hein. Alors, ça c'est le quadrillage des rectangulaires. Et ça c'est le quadrillage comment on appelle ça, des circulaires. Alors pourquoi ils mettent un tel type de quadrillage? C'est tout simplement une notion d'informatique qui est derrière cachée. C'est pour l'accrochage. Hein. Si je mets un point, je vais accrocher. Ben ici, regardez que je vais accrocher un point assez aisément. C'est juste pour ça. Hein. Bon, il vous a pas mis un quadrillage pour rien. C'est parce qu'on a ce qu'on appelle un accrochage d'objets au travers d'un, comment on appelle ça, d'un quadrillage qui est préformalisé. Donc on retrouve ce type d'accrochage dans de nombreux logiciels
bon, de dessin. Bon, quand on veut s'accrocher à quelque chose, ben, généralement on a difficile à s'accrocher, donc ils vous mettent voilà, des endroits privilégiés à s'accrocher. Si vous êtes dans un repère polaire, ben, ils vont essayer de vous accrocher au mieux possible par rapport au quadrillage ainsi formé. Donc ce n'est pas anodin qu'ils vous mettent un quadrillage dans le repère. Mais le repère, il est toujours ici en angle droit, hein. On a toujours un repère dans l'angle droit. C'est le quadrillage en fait qui va changer la donne. Et ce qui dit quadrillage change la donne, ça veut dire que vous devez vous adapter à ce quadrillage, c'est-à-dire que adapter, ça veut dire que vous laissez le programme s'accrocher. Ben, quoi qu'on peut avoir un accrochage utilisateur suivant les paramètres qu'on peut rentrer au niveau de l'accrochage. Voilà, on peut s'accrocher suivant voilà, des paramètres utilisateurs dans lesquels vous souhaitez vous accrocher dans une certaine mesure, mais ça, il faut reparamétrer l'accrochage. Mais en tout cas, ici, si vous mettez un quadrillage, c'est pour vous accrocher au mieux, je veux dire, sur le quadrillage. Voilà. Et on trouve ça dans nos nombreux logiciels, notamment AutoCAD. AutoCAD, tout ce qui est logiciel de dessin pour lequel on veut accrocher par rapport à avoir une accroche par rapport à un objet. Par rapport à un objet. Bon, et ça, voilà, c'est fort utilisé, ça, je l'ai dans le logiciel de dessin, l'accrochage. Accroche-objet. D'ailleurs, il y a une commande, je crois, sur AutoCAD qui s'appelle accroche-objet. Et voilà, vous pouvez utiliser à bon escient. Et alors, accroche-objet, vous accrochez à l'objet, par exemple, le plus proche. Par exemple, mais ici, l'objet le plus proche a été défini comme étant comment on appelle ça, un quadrillage, qui est un quadrillage, je veux dire, de type circulaire dans ce cas-ci. Parce que si vous maintenant vous changez de quadrillage, on va prendre voilà, quadrillage de type rectangulaire. L'accrochage n'est plus le même. Hein. L'accrochage n'est plus le même. Regardez, je prends un point, je m'accrochais. Là, si je m'accroche sur des points au niveau rectangulaire. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Oui. Donc ici, l'accroche-objet, il va se faire de manière la plus précise au niveau d'un quadrillage. Là, attention que si vous regardez bien, on a encore un sous-quadrillage. Hein. On n'a pas qu'un quadrillage, on a encore un sous-quadrillage. Si je veux accrocher un objet, regardez, je mets un point dans un... Voilà, voilà il s'est mis dans un quadrillage, parce qu'il y a un sous-quadrillage dans le quadrillage. Donc ce petit point... Donc les accroches d'objets, ils ne se font pas n'importe où. Voilà, ils se mettent quand même à un endroit où existe un quadrillage. Ou un sous-quadrillage. C'est un accroche-objet par rapport à un quadrillage ou sous-quadrillage. Mais maintenant, ici, c'est des carrés, c'est des quadrillages. C'est des vrais quadrillages ici. Hein. Par contre, pour l'autre, c'est plutôt des cercles. Si je prends celui-ci, ça, c'est plutôt des cercles. Mais maintenant, là j'ai plus de mal à placer un point à l'intérieur. Bon, là, je clique. Il va plus s'accrocher à quelque chose parce qu'il y a entre deux cercles, il y a rien. Donc là, il fait un peu n'importe quoi. Là, pas n'importe quoi. Là, c'est là où vous vous positionnez qui va mettre le point. Et l'accroche-objet a pour avantage, je veux dire, de vous accrocher là où il faudrait, le plus proche possible de là où il faudrait, sans avoir quelque chose d'imprécis, un point imprécis.
Je vous remercie.